collègue. La parole est à monsieur Arnaud Richard pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Éric, mes chers collègues, permettez aux députés élus de Chanteloup-les-Vignes que je suis de vous dire l'émotion qui est la mienne d'intervenir sur ce sujet essentiel pour notre pays. Et le républicain debout qui vous parle ne peut que regretter les excès et les surenchères politiques et surtout médiatiques liés à cette affaire. Et j'invite celles et ceux qui douteraient de l'apaisement républicain trouvé à Chanteloup-les-Vignes d'y venir et pas simplement par un pas à la sortie d'une voiture ministérielle. De quoi parlons-nous? D'une vieille lune dont on nous rabat les oreilles régulièrement comme on sort une relique du placard de la longue histoire de France? De cette laïcité dont on nous dit qu'elle organise tout et dont on craint qu'elle ne représenterait rien? De ce qu'aujourd'hui, bien des jeunes considèrent comme un slogan aussi éculé dans la vie qu'indispensable aux ritournelles politiques, à la façon du fameux refrain de l'ascenseur social ou de l'exigence républicaine? Oui, on parle bien de cela, mais mes chers collègues, la lune brille encore. On parle de ce principe qui traduit la nature profonde de l'État en France, qui se fonde historiquement dans un accord qui a eu lieu dans cet hémicycle, accord rationnel et non pas l'alliance de tribus, d'ethnies, de religions. Parce que la nation en France n'existe que par l'État. Voilà pourquoi il ne peut être toléré que cette charte rationnelle initiale soit fragilisée et mise en doute par des groupes, des logiques ou des aspirations concurrentes. Au fond, la laïcité vient de là. Elle vient bien donc du plus profond de notre histoire. On parle de ce principe qui se fonde non sur des croyances ou des appartenances, mais sur l'individu. On parle de ce principe qui présuppose l'intelligence humaine, c'est-à-dire la capacité de chaque citoyen de fonder sa distinction du bien et du mal sur un acte de raison personnel, distinct de toute référence à un principe d'autorité religieux, distinct de toute injonction religieuse. On parle, mon cher collègue, de ce modèle laïque français, qui est ainsi sans doute l'un des mieux constitués pour répondre aux défis des circonstances. Au moment de la montée des communautarismes, le propre du système français est d'illustrer jusqu'au bout la logique des Lumières en reconnaissant des droits aux seuls individus. Et à l'inverse, il nie aux groupes susceptibles d'aliéner le jugement individuel en l'inféodant à une appartenance corporatiste, idéologique, ethnique ou religieuse. Bref, en toute chose, notre modèle postule l'autonomie de la volonté de chacun, de nos concitoyens, parce qu'il est consubstantiellement fondé sur une philosophie individualiste et universaliste, qui est le vivier de notre démocratie. Voilà ce qui est dit de façon très solennelle dans l'article 1 de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Mais tout naturellement, cette laïcité a des contours ondoyants que les circonstances aident sans cesse à préciser. Est-ce pour autant une démarche de circonstance qui serait celle de notre collègue Ciotti aujourd'hui, ce qu'ont pu dire un certain nombre de nos collègues en commission des lois? Je ne le crois pas. Pas plus que la loi de 2004 interdisant le port des signes religieux ostensibles à l'école. Pas plus que ne semble traduire la réaction de votre collègue ministre de l'Intérieur et des cultes à quelques heures de la décision de la Cour de cassation, dans une question que je lui posais dans cet hémicycle, il dénonçait une mise en cause de la laïcité. Pas plus que la propre réaction du président de la République qui, une semaine après cette décision, annonçait qu'une loi était nécessaire pour poser les règles, au moins dans le secteur de la petite enfance et sans exclure du champ de la future loi des entreprises ayant un contact avec le public ou remplissant une mission d'intérêt général ou de service public. On sera tous bien d'accord, si on s'arme d'un minimum de bonne foi, pour convenir que les circonstances sont le meilleur outil pour faire vivre la laïcité.
parce que là, nous touchons un impératif vital pour notre communauté qui, par nature et au fil du temps, évolue. Et l'on pourra même convenir tous ici du besoin de légiférer, ce dont je ne désespère pas de convaincre notre collègue Madame Bechtel. À ce double titre, la proposition de loi de notre collègue Ciotti initie opportunément le débat. Pourtant, la question est de savoir si elle est la réponse la plus adaptée à cette situation. Et c'est vraiment de cela dont nous devons discuter ensemble. Au-delà des principes généraux et des grandes déclarations éternelles, nous avons à trouver la bonne expression de ces principes. Le vrai choix, disait Edgar Faure, n'est pas le choix entre les idéaux, c'est le choix entre les moyens. Et le mauvais choix des moyens est le véritable choix contre l'idéal. Ces moyens, mon cher collègue Jacques Miard, sont à trouver avec les outils que nous fournit la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, longuement évoquée ici ce matin. Décision respectant strictement les dispositions de la loi de 1905 et censurant l'interdiction générale et absolue présente dans le règlement intérieur de la crèche Babilou, sans viser directement la jeune femme. Cette décision souligne l'écart entre les structures relevant du secteur public, qui doivent respecter l'obligation de neutralité, et celles qui, bien qu'accomplissant une mission évidente de service public, bénéficiant de fonds publics et étant soumises au contrôle des autorités publiques, demeurent sous statut privé et ne sont pas soumises aux mêmes règles. Il y a donc bien là deux critères qui permettent d'identifier un champ précis d'intervention dans cette zone intermédiaire à la frontière de l'espace privé et de l'espace public. Et ça leur revient en réalité à s'interroger sur la définition de l'idée d'espace public à la limite entre la sphère privée et la sphère publique. N'est-ce pas, comme l'écrit le Haut Conseil à l'intégration, un espace social où s'exercent pleinement les libertés publiques, mais dans la limite de l'exercice des libertés d'autrui et du respect de l'ordre public. Cet espace devrait être soustrait au droit de vouloir travailler pour un cadre religieusement neutre, les individus pouvant y être préservés de toute pression communautaire. Face à l'absence de loi claire sur le sujet et de consensus sur un certain nombre de ces questions, l'entreprise est souvent laissée seule juge à des demandes d'accommodement, comme nos amis canadiens s'y sont laissés prendre, qui parfois n'ont plus rien de raisonnable. Ces questions-là appellent d'évidence une réponse législative, et sur ce point précis, le temps du Parlement est venu. Pour répondre à la question posée par la Cour de cassation, celle de savoir comment un employeur privé peut donner l'ordre à ses employés de ne pas porter un signe religieux ostentatoire de façon spécifique et proportionnée, sans porter atteinte aux libertés publiques des travailleurs, la solution qui est proposée par notre collègue Ciotti est, à notre sens, trop générale. Il s'agirait tout simplement d'introduire dans le Code du travail une disposition rendant la chose universellement possible. Je crois pour ma part à la logique présidée par la proposition de loi de notre collègue Jean Glavini, ici présent, en février 2008, qui disposait que dans les entreprises, après négociation entre les partenaires sociaux, les chefs d'entreprise puissent réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes religieux pour des impératifs tenant à la sécurité, au contact avec les clientèles, à la paix sociale à l'intérieur de l'entreprise. L'important, c'est l'accord apaisé à la communauté du travail. C'est l'accord large pour tout le personnel dans l'entreprise. Cet accord doit pouvoir s'élaborer en cas de besoin à partir de dispositions très précises inscrites dans le règlement intérieur de l'entreprise. Et il conviendrait, de ce point de vue, de s'inspirer des recommandations contenues dans l'avis du HCI au 1er septembre 2011, et je tiens à rendre hommage aux travaux de Madame Blandine Barré-Kriegel. Le HCI propose notamment que soit inséré dans le Code du travail un article autorisant les entreprises à intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques religieuses dans leur entreprise, au nom d'impératifs liés à la sécurité, au contact de la clientèle ou à la paix sociale interne. Voilà donc une bonne proposition de loi qui mérite néanmoins d'être prolongée par une réflexion des partenaires sociaux. Et, Monsieur le Ministre, je suis heureux que ce soit vous qui soyez au banc ce matin. Il n'est que temps que les partenaires sociaux se penchent vraiment, sérieusement, profondément et en prenant des décisions qui seront tout à leur honneur, mais qui sont attendues.
Le Parlement, sur le point précis qui est celui de la crèche Babilou et sur l'accueil des enfants de moins de 6 ans dans des structures privées faisant état de délégation de service public, le temps du Parlement est venu sur ce point précis. Et on voit les avis de la HALDE qui ont changé au vu de ces présidences ou des différentes juridictions. Sur ce point précis, le temps du Parlement est venu. Mais sur celui du règlement intérieur de l'entreprise, je crois que c'est le temps des partenaires sociaux qui est venu. Et donc, au-delà des arguties, Monsieur le Président, si vous m'autorisez quelques secondes de plus, des arguties politiques ou juridiques, le groupe UDI fait le choix de la méthode et donc fera le choix de l'abstention sur cette proposition de loi, tout en soulignant la qualité des travaux, la qualité et la sagesse avec laquelle son rapporteur a travaillé sur un sujet sur lequel, je vous l'accorde, Monsieur le Ministre, je crois qu'il faut garder beaucoup de sang-froid. Et même si un certain nombre d'acteurs vous laissent entendre que Chanteloup-les-Vignes est un quartier terrifiant, je vous y invite, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, à y venir. Nous y étions avec Jean-Louis Borloo il y a encore quelques jours et nous y avions passé un moment républicain plein d'émotions. Je vous remercie. Merci.